Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver dans la Côte Immo, le deuxième numéro de la Côte Immo, votre nouveau rendez-vous immobilier sur Bismart mais aussi sur Radio Immo, donc tous les jours du lundi au vendredi, une émission que j'ai le plaisir de co-animer avec Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Sylvain. Bonjour Nicolas. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro donc de la Côte Immo. Alors la Côte Immo, on va quand même expliquer un petit peu à ceux qui nous suivent ce que c'est. C'est des débats, des analyses, des expertises consacrées à l'immobilier mais aussi à l'économie de la fabrique de la ville avec des rubriques variées. On s'intéresse à la PropTech, à l'innovation, à la transition énergétique de l'immobilier, aux tendances de l'immobilier, évidemment aux politiques publiques, à la réglementation, mais également à l'urbanisme ou à l'architecture. La Côte Immo, c'est donc, vous l'avez compris, une thématique IMO par jour. Et le mercredi, nous faisons un point sur les tendances en matière de marché immobilier. Et aujourd'hui, en l'occurrence, nous allons nous intéresser à l'immobilier de bureau, un sujet qui déchaîne les passions depuis la crise Covid et la généralisation anticipée du télétravail. Certains prédisaient la mort de l'immobilier de bureau. Il semblerait qu'il résiste plutôt bien, même si les critères de sélection et les exigences des entreprises évoluent. Nous ferons le point dans un instant dans Tendance Immo avec Flore Prader, directrice veille et prospective chez JLL. Nous enchaînerons ensuite avec l'expert IMO, où là aussi nous évoquerons de nouvelles tendances en matière d'immobilier. Nous recevrons en duplex, nous échangerons en duplex avec Thomas Schmider, le fondateur de Colodge, qui nous détaillera le concept de co-living, un nouveau mode d'habitat qui industrialise quelque part, si on caricature, le principe de colocation pour des profils en recherche de solutions de logement flexible. Voilà pour le sommaire de la Côte Immo. On se retrouve tout de suite dans Tendance Immo. Oui, bonjour Nicolas et bonjour Flore Prader. Vous êtes directrice veille et prospective, c'est JLL Conseil en immobilier d'entreprise. Alors, le bureau, Flore, c'est un peu le grand gagnant, j'allais dire, de la pandémie, puisque tout le monde s'est mis à vouloir le changer, l'améliorer, le télétravail généralisé. Bref, il n'y a jamais eu autant d'émulation autour du concept de bureau. On a même l'impression que, quelque part, la Covid-19 a réveillé l'innovation dans le... On va le dire réveillé par nécessité. Hein, oui, on pensait que ça allait le tuer, ça l'a réveillé. Oui, disons que vu cette classe d'actifs, comme diraient nos confrères de patrimoine, justement, on avait urgence à réfléchir. Donc, ce que je vous propose, c'est que justement, on lance, et c'est le thématique du jour, une réflexion un petit peu sur l'immobilier de bureau. Moi, j'allais dire, quelles sont les top tendances de l'immobilier en 2022 si vous deviez les classer par ordre soit croissant ou décroissant? Alors, les tendances, effectivement, c'est quelque chose qu'on suit beaucoup chez JLL et on publie chaque année un sommaire, en fait, une compilation des 10 tendances phares de l'immobilier. Et cette année, en 2022, on en a identifié donc 10, et notamment le travail hybride, forcément. Alors, le travail hybride, c'est le numéro 10 ou c'est le premier? C'est la première tendance. Donc, the winner is... C'est le travail hybride. C'est le travail hybride. Donc, c'est vraiment celle qui impulse tout le reste. Et toutes ces tendances autour de l'épanouissement au travail, qui est devenu aussi très important, avec beaucoup de questions autour de ce qu'attendront les salariés demain, ce qui les fera revenir ou pas au fameux bureau. Et du coup, quel sera le format de ce bureau demain ? Et donc, parmi les tendances, nous, on parle beaucoup du bureau régénérant parce qu'on a le sentiment que le bureau devra être une nouvelle proposition de valeur et apporter beaucoup plus aux salariés demain. Je rebondis juste sur ce que vous venez de dire. Ça veut dire que la question se pose encore aujourd'hui de faire revenir les collaborateurs au bureau. C'était pas quelque chose d'évident à partir du moment où on pouvait le faire. Totalement. En fait, là, ce qui a totalement changé, c'est le rapport de force, en fait, entre le salarié et l'employeur. C'est incroyable. Qui aurait pu croire que je serais vivant pour le voir. Ça renverse complètement la façon, j'allais dire d'un point de vue presque anthropologique, de considérer la relation contractuelle au travail, quoi. Mais totalement. En fait, moi, je parle de nouveau contrat social. Et c'est drôle que vous ayez parlé d'anthropologie parce que j'ai travaillé aussi avec des anthropologues l'année dernière pour essayer de décoder ce nouveau rapport au bureau. Il s'agit bien d'un bouleversement anthropologique, totalement, urbain et sociétal, en fait. Exactement. C'est plus qu'anodin. On est d'accord. Ah oui, là, c'est une vraiment vraie tendance. Une tendance de fond. Donc moi, ça fait quand même 10 ans que je veille sur tout ce qui se passe autour de la transformation du bureau. Et là, effectivement, les 2 dernières années, il y a une accélération considérable.
Et la on n'aurait réponse, pas du pu coup, imaginer. la réponse, c'est le bureau régénérant. Alors, Et alors, c'est ça? pour nous, un des morceaux de la réponse, c'est le bureau régénérant, parce que c'était un peu provocateur. C'était Alors, de pour ceux dire... alors, pardonnez-moi, mais pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, le côté régénérant me gêne un peu parce que je me souviens d'une époque où on parlait de l'homme régénéré Ah, ou de l'ordre restauré. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce non, bureau régénérant alors- quand même? alors, c'est quoi un bureau régénérant? Est-ce que c'est un bureau qui remet en forme des personnes qui étaient un peu atones alors, et qui bah, reviennent bosser? c'est Est-ce un qu'on peu leur donne ça. envie de venir bosser? C'est un peu ça, en fait, c'est se dire, le travail, traditionnellement, on avait tendance à se dire que ça épuisait, ça essorait les gens. Et justement, dans ce nouveau rapport au travail, on dit, non, l'employeur a une responsabilité et il doit aujourd'hui proposer un cadre de travail, des conditions de travail qui aident les gens à se restaurer, à revenir avec le plein d'énergie, reboosté et avec une vision commune. Parce qu'en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'on a beaucoup télétravaillé et on est devenu un peu une armée de petits soldats indépendants. Chacun fait son travail de son côté, mais on manque de ce lien collectif. Et ça, pour les entreprises, ça va commencer à pêcher parce qu'en termes d'innovation, on est en train de s'essorer et on Quand vous manque parlez de de ce lien lien. collectif, vous parlez de quelque chose de l'ordre du tactile, de la rencontre, Oui, de se et retrouver, de la se rencontre rencontrer. physique, c'est-à-dire Totalement. un besoin d'une agora Oui. urbaine entre entreprises Un où les lieu de gens ont rencontre. besoin de se rencontrer. Comme quoi, finalement, la nature humaine, malgré toutes les technologies, revient toujours au galop. Exactement, exactement. Et j'allais en parler. En fait, le sujet des technologies, on en a énormément parlé. Ça a rendu possible tout ce télétravail. Bien sûr. Mais on ne peut pas basculer dans un full télétravail, full technologique. On voit bien les limites et on voit bien qu'en fait, à un moment, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de tout cet informel qui va avec le hasard des rencontres qu'on n'avait pas prévues et qui vont nous nourrir dans notre travail. Alors, une question, une seule sur le sujet bureau. En 2022, pourquoi est-ce qu'on revient au bureau? Est-ce qu'on vient travailler au bureau? Est-ce qu'on vient se rencontrer au bureau? Est-ce qu'on vient au bureau parce qu'on a besoin de recevoir des collaborateurs ou des clients au bureau? Quelle est la raison qui fait qu'on vient au bureau en 2022? Alors, c'est un peu tout ça. D'accord. Effectivement, ce qui est frappant, c'est que le bureau devient le hub social par excellence. On se rend compte du rôle social du bureau. On a vu des gens qui étaient totalement déconnectés, même isolés dans la société. Donc il y a un vrai rôle social à jouer pour le bureau. C'est un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu où on se met en connexion et où on partage des mêmes enjeux. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un lieu où certaines personnes viennent aussi produire, se concentrer, faire du travail individuel. Donc on ne fait pas que de la rencontre au bureau. Et donc il ne faut absolument pas délaisser des lieux pour pouvoir se concentrer et produire un travail individuel. Et là, on a vu un mouvement assez intéressant se produire du côté des entreprises, avec beaucoup d'entreprises qui se sont dit demain, ça sera du full rencontres, moments sociaux, etc. au bureau. Et ils se rendent compte qu'en fait, les gens sont aussi très attentifs à la qualité de l'espace de travail, à l'acoustique, au fait de pouvoir se concentrer. Et ils sont devenus très intolérants en fait aux nuisances des collègues, au bruit, etc. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Alors, je trouve ça extrêmement intéressant d'un point de vue à la fois sociologique et anthropologique. Et je ne peux pas m'empêcher, mais encore une fois, je vais faire mon journaliste, ça se catapulte à une réalité beaucoup plus tragique, beaucoup plus dramatique, et celle d'emplois qui ne sont pas télétravaillables. Je fais allusion, vous avez compris, au métier de bouche, au métier de main-d'œuvre, qui, eux, sont complètement, j'allais dire, à l'ouest, pour le dire, de ce type de fonction. Comme quoi, finalement, cette France vit deux mondes. Un monde à la fois précaire, où le travail manque, et un monde dans lequel on ne sait plus quoi faire pour attirer les talents. Donc, je trouve ça intéressant, le paradoxe entre les deux, puisque je ne suis pas sûr qu'un chef de produit informatique sache déboucher un toilette. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est intéressant. Et on ne peut pas déboucher un toilette à distance. On est d'accord. Et surtout, non, mais ce qui est intéressant, c'est de ramener aussi ces réalités qui impactent nos éléments. Alors justement, vous avez en avant-première, Flore, vous avez dévoilé, je crois, début juin, auprès d'un échantillon très important, puisque vous êtes très au-dessus des normes de sondage, qui est de 1137 en France. 4500 travailleurs ont été, on va dire, contactés, sondés, et ceux dans le monde, et ces résultats sont publiés début juin. Qu'est-ce que vous en attendez et quelles sont, j'allais dire, la méthode académique qui vous a permis de réaliser ce sondage? On est très attentif à cela. Alors, et vous faites bien. Donc oui, quand on conduit des sondages, on s'associe toujours à des instituts de sondage pour être sûr d'avoir des échantillons représentatifs de salariés. Et donc tout le sujet, c'est de conduire auprès de ces échantillons représentatifs des grandes enquêtes
où on les sonde sur le rapport à l'employeur, ce qu'ils attendent de leur employeur, qu'est-ce qui les fera venir demain au bureau, et vraiment toute la transformation du travail. À quoi ils aspirent en termes de travail hybride. Est-ce qu'on peut dévoiler des choses? Est-ce qu'il y a des grandes tendances? Non, mais je sais pas, par exemple, est-ce que le revenu reste toujours le moteur dans la shortlist? Est-ce que la table de ping-pong est vraiment un argument différenciant? Est-ce que le sweat à capuche est fourni avec le contrat de travail? Enfin, voilà. Non, alors très bon point, le revenu. En fait, justement, on les sonde sur leurs priorités au travail. Et ce qui est frappant, donc en fait, on a conduit cette grande enquête de façon très régulière depuis le début de la pandémie. Donc, on a interviewé 16 000 salariés de bureau depuis le début de la pandémie. Ah oui, quand même. Et donc, on a vu au fil des vagues ce qui se produisait. Et ce qui s'est produit, c'est la qualité de vie. La qualité de vie est devenue première. C'est le premier sujet pour les salariés aujourd'hui. Et deuxième sujet qui est monté en flèche, c'est la santé et le bien-être au travail. D'où notre thématique de bureau régénérant, parce que je n'ai pas répondu tout à l'heure. Mais le bureau régénérant, il prend soin de la santé sociale, mentale et physique des salariés. C'est vraiment ça l'idée. Donc on vient travailler, mais on attend plus un cadre de vie qu'un cadre de travail dans le bureau. Un cadre de travail, un cadre de vie au travail. Mais alors justement, le cadre de vie au travail, j'ai vu quelques immeubles magnifiques. D'ailleurs, j'incite ceux qui ont la possibilité de le visiter. C'est le Métal 57, vous savez, le nouveau siège de BNP Paribas Real Estate, juste en face de l'île Seguin. Un vrai projet architectural. Alors l'immeuble de l'extérieur, quand vous le voyez, il ressemble à peu près à tous les immeubles. Et quand vous entrez à l'intérieur, vous avez l'impression d'avoir un quartier de ville avec une rue recréée à l'intérieur. Est-ce que il n'y a plus de porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle? Je m'explique. Est-ce que le décor de la vie personnelle, le canapé, des couleurs chatoyantes, apaisantes, on a même des lieux où on peut faire la sieste en entreprise. Il y a même des entreprises qui viennent pour masser les cadres entre deux réunions. Oui, non, il n'y a plus de porosité. C'est vrai. Est-ce que c'est des massages thaïlandais? On ne sait pas. Par contre, non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, est-ce que cette porosité, elle ne va pas à un moment donné, c'est un peu brouiller les limites de la vie sociale et de la vie professionnelle? C'est un vrai sujet, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie porosité. Et d'ailleurs, on parle du logement, mais aussi avec l'hôtellerie. Donc, on est en train de mixer totalement les codes. On dit que le bureau, ça doit devenir une expérience 5 étoiles. On attend le total confort. Comme je disais tout à l'heure, on est devenu intolérant en fait aux irritants du quotidien et on attend une expérience parfaite, quoi. Et effectivement, ce qui est attendu aujourd'hui, c'est un monde professionnel plus humain, en fait. C'est pour ça qu'on prend les codes de la maison, parce qu'on veut quelque chose de moins impersonnel et beaucoup plus humain. Plus humain avec plus de moyens. Avec plus de moyens, donc ça coûte plus cher aussi. Et ça a beaucoup fait débat d'ailleurs pendant la pandémie, parce qu'on s'est demandé est-ce que c'est la fin du bureau? Est-ce qu'il y aura moins de mètres carrés? Et nous, on a souvent dit moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés. Justement, c'était ma question. Est-ce que l'offre actuelle de bureaux correspond à toutes les nouvelles tendances et toutes les nouvelles aspirations que vous venez de nous décrire? Il y a un sacré niveau à relever. Et effectivement, toute l'offre ne correspond pas. Donc, il va y avoir vraiment une prime aux meilleurs immeubles, aux meilleurs aménagements. On va délaisser en fait certains actifs qui sont un peu obsolètes, qui sont plus au goût du jour. Et on va aller vers, c'est ce mieux en fait. C'est une question d'aménagement seulement ou d'emplacement? Alors l'emplacement est fondamental parce qu'on ira moins au bureau. D'accord. Sûr. On ira moins au bureau. Donc on veut y aller mieux, on veut que ce soit simple. On veut aller mieux au bureau, on veut que ça soit mieux connecté. On est toujours dans cette logique de faire venir les gens. Donc il faut que ça soit très facile de venir au bureau. Donc le QCA n'est pas menacé. Le quartier central des affaires, les triangles d'or des bureaux immobiliers. Alors justement, dans la même mouture de ce qu'a posé comme question Nicolas, l'espace. L'espace, c'est un luxe, on l'a vu d'ailleurs avec la pandémie, du vert, de l'air, du vert. On a envie de se projeter. Et on a bien vu les limites de la précarité de l'espace, notamment avec des personnes qui ont fait connaissance avec leur logement pendant le confinement. Idem pour le bureau, finalement, cette notion d'espace. Est-ce que l'espace est une question de volumétrie ou une question de recomposition? Non, c'est plutôt de la recomposition. Et d'ailleurs, on l'avait beaucoup vu dans les sujets autour du flex office, qui était déjà une tendance qui montait avant la crise. Et là, il y a une accélération sur le flex office, donc le partage des postes de travail. Et le sujet, on est quand même à une période où on se pose des questions sur l'impact carbone. Et le vrai sujet, c'est comment on utilise mieux nos mètres carrés. Donc comment on les réaménage à la faveur du collectif, parce qu'on avait beaucoup trop d'espace pour l'individu.
On veut plus d'espace pour le collectif. Et comment on opère cette bascule, cette transition de l'individu vers le collectif et vers du mieux. Vers, effectivement, on parlait d'espaces verts, d'accès à des espaces extérieurs. Tout ça, ça devient vraiment primordial. Et beaucoup de questions auxquelles vous nous répondrez avec plaisir une prochaine fois dans la Côte Immo. Merci beaucoup Flore Prader, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau donc, de la Côte Immo. Je rappelle que vous êtes directrice veille et prospective chez JLL et on se retrouve tout de suite avec Sylvain Lévy-Valency dans l'Expert Immo. Voilà, de retour dans la Côte Immo avec Nicolas Pagnier. Ça va toujours, Nicolas? Ça va toujours. Et nous recevons Nicolas. Il est en duplex depuis Saint-Étienne. Il est en déplacement. Merci d'avoir pris le temps de passer par la Côte Immo. C'est Thomas Schmider, le président de Colloge. Bonjour, Thomas. Bonjour, Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, votre siège, le siège de Colloge, est basé à Lyon. Vous n'êtes pas très loin d'ailleurs, parce que vous êtes à Saint-Étienne. Vous êtes un acteur du co-living en France. C'est un phénomène de société qui attire de plus en plus les investisseurs, mais pas que, mais aussi les usagers. C'est effectivement très pratique. Bien sûr. Quand on arrive dans une grande ville, quand on est un étudiant qui arrive ou quand on est sur un premier emploi dans une autre métropole. Alors, on peut dire que dans les millennials ou génération Z ou Y, peu importe le chiffre qu'on leur attribue, jeunes actifs et étudiants, c'est un mode de vie nomade qui a commencé vraiment une tendance très très forte aux États-Unis, en Europe, avec des volumes qui sont extrêmement intéressants. On comprend maintenant pourquoi les fonds d'investissement investissent en masse. Question, Thomas Schmider, est-ce que le co-living va finalement s'inscrire au-delà du phénomène de société comme un véritable mode d'habiter pérenne? Oui, je le crois. Ça a commencé. Je pense que ce qui a changé fondamentalement et ce qui est en train de changer, c'est qu'effectivement, on passe de la colocation, qui était une période de vie, vous l'avez mentionné, essentiellement étudiante, hein, où pendant vos études, pendant les 3 ou 4 années d'études que vous aviez, vous partagiez un appartement à 3, 4, 5 personnes. Aujourd'hui, on dépasse, et vous avez mentionné, on passe vers les jeunes actifs et ce nomadisme. Et donc, effectivement, c'est une période de vie en communauté ou en partage qui est maintenant plutôt du 18-30 ans que du 18-21 ans. Je dirais que, globalement, ce qu'on observe, c'est qu'on quitte la colocation ou le co-living plutôt quand on se marie. Voilà, donc c'est vrai que du coup, il y a d'où cette demande, puisqu'on passe d'une cible qui était une cible essentiellement étudiante à une cible de jeunes actifs, et donc sur une durée de vie beaucoup plus importante. Et puis, beaucoup d'autres cas d'usage. Il y a également du développement de co-living senior. Donc, le co-living, oui, est là pour s'installer et transformer un petit peu les modes d'habiter. Et alors, sur le sujet jeunes actifs, Thomas Schmider, c'est vrai que ça peut paraître un peu contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude de penser dans un modèle traditionnel, qu'on était en colocation quand on n'avait pas les moyens de se payer son propre appartement et que la suite logique et le rêve de celui qui est en colocation, c'est d'avoir son propre appartement, son propre lieu de vie. Comment expliquer qu'ensuite on passe de la colocation étudiante au co-living un peu plus industrialisé? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir son propre appartement? C'est un sujet de financement ou la raison est à trouver ailleurs? La partie économique existe, hein. Il y a un certain nombre de villes où la tension sur les prix d'achat ou sur les loyers font qu'effectivement, il est assez difficile néanmoins d'acheter. Avec le développement également je dirais de contrats non CDI, de tout ce qui est dans cette tendance des freelances et autres, pour lesquels il est du coup assez difficile de contracter un prêt pour emprunter, pour acheter, ou il est même difficile d'avoir les conditions requises pour une location. Et du coup, effectivement, il y a une partie économique, le partage. Voilà, c'est le partage des coûts en est une, ou la capacité justement d'avoir des contrats, des baux avec une plus grosse flexibilité, qui permet justement d'intégrer des gens qui n'ont pas forcément les conditions requises, les 3 mois de salaire, les 12 ans d'ancienneté, etc., etc. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a beaucoup d'autres raisons. Il y a cette volonté néanmoins de ne pas être isolé et de continuer à partager, d'avoir une interaction. Votre émission précédente était un petit peu sur l'évolution des bureaux et du coworking. Le coworking, c'est pas seulement non plus un espace de travail où on pose ses affaires, c'est également une façon d'interagir et de faire des rencontres avec d'autres,
en ce sens, le co-living est le prolongement de cette tendance. Même chez soi, ça veut dire qu'on veut échanger chez soi, rencontrer des gens chez soi et partager son salon, sa cuisine, des endroits qui sont normalement de l'ordre de l'intime ou presque. Oui, alors effectivement, c'est d'où, en l'occurrence, ce passage de vocable de colocation à co-living et surtout de la définition de ce qu'on en fait. Pour ce qui nous concerne, on a poussé la chose un petit peu loin, puisqu'il y a cette double volonté qui est effectivement de pouvoir préserver une certaine intimité tout en ayant les avantages d'une communauté. Donc pour ça, en l'occurrence, les maisons qu'on développe et cette tendance du co-living sont bien des espaces individuels qui sont très bien organisés, avec des chambres individuelles, avec la salle de bain individuelle, avec les toilettes individuelles. Donc cette capacité en fait de projeter et des espaces suffisants et la capacité de préserver son intimité, mais des espaces partagés et des espaces partagés qui sont justement à la fois les espaces d'une maison classique, à la fois la cuisine, la salle à manger, le salon, mais potentiellement d'autres espaces que vous ne pourriez pas avoir de façon individuelle, une salle de cinéma, une salle de jeu. Et puis, pour ce qui nous concerne, on fait aussi un petit peu la fusion, justement, avec cette porosité qu'on observe entre la vie sociale et donc la vie professionnelle, et également des espaces de coworking où vous pouvez travailler du coup dans des espaces de partage, effectivement, au sein de l'habitation. On l'a vu d'ailleurs avec Flore Prader, effectivement, sur les nouveaux usages et la porosité qu'il y a entre la vie professionnelle et la vie intime, vie sociale. Est-ce que finalement, le co-living versus 21e siècle, c'est pas un peu le kibbutz du 21e siècle, des espaces de coopération, d'échange, des agoras où les gens se croisent. Un des premiers facteurs de stress des jeunes arrivant dans les grandes métropoles, c'est l'isolement, la solitude. Donc finalement, est-ce que le co-living, selon vous, vient à la fois régler un problème social d'intégration dans des zones urbaines qui sont parfois, ou qui s'apparentent parfois à une espèce de jungle urbaine, et en même temps une classe d'actifs qui attire toutes les appétences des fonds d'investissement, parce qu'on a vu récemment des investissements massifs dans votre secteur d'activité. Oui, mais si je prends la deuxième partie de votre question, de votre assertion, je crois que si les investisseurs aujourd'hui se ruent effectivement sur ce mode d'habiter, c'est qu'en fait, il y a une demande très forte de la part des consommateurs ou des utilisateurs. Et donc Avec beaucoup d'argent à les gagner. tendances qu'on a pu décrire. Et vous avez raison, je reviens à la question précédente, il y a à la fois cette volonté d'avoir une certaine intimité, effectivement, mais il y a ce besoin de partage, ce besoin de traiter l'angoisse éventuelle de l'isolement, alors qu'il peut venir d'une mutation professionnelle, qui peut venir d'une situation de vie différente, d'un divorce. Il y a pas mal de situations où justement faire partie d'un groupe permet d'éviter l'isolement, et c'est quelque chose qui est assez recherché. Alors justement, on va enchaîner sur la partie économique, si vous voulez bien. On le voit, le marché de la location, de l'accès à la location est très difficile pour les jeunes, notamment pour des conditions d'éligibilité des dossiers. Comme vous le savez, la plupart des dossiers aujourd'hui sont traités en matière de rating par des garanties de loyer impayés. Bref, c'est une grosse galère quand on vient d'avoir un premier CDI, quand on est en CDD, quand on est auto-entrepreneur pour se loger. Pour les étudiants, c'est carrément le parcours du combattant. Surtout qu'en plus, il y a des règles très strictes qui sont les règles en fonction du revenu ou des garanties présentées. Quand on parle de taux d'effort, c'est-à-dire le loyer consacré. Est-ce que vous veillez à ce que ça ne dépasse pas, par exemple, 30-35% du revenu, ou est-ce que vous allez un peu plus loin parce que vous vous adaptez aussi à la demande? Bref, quels sont les critères et combien ça coûte de se loger chez Colodge? Alors, effectivement, nous, c'est quelque chose qu'on a souhaité traiter dès le début. C'est effectivement d'avoir des logements qui soient accessibles hors de ces conditions effectivement assez draconiennes et qui limitent l'accès au logement à beaucoup de personnes. Alors, on avait commencé sur des étudiants, mais il y a énormément de cas, les étudiants étrangers qui de toute façon ne peuvent pas avoir
la caution puisqu'elle ne correspond à rien, ou des problèmes où je le mentionnais tout à l'heure, toute la population freelance qui n'a pas les 2 ans, les 3 ans de CDI requis, au-delà, et qui ont pourtant les capacités économiques de se payer le loyer. Donc nous, on a souhaité s'adresser à cette population. Donc on travaille plutôt effectivement sur des contrats de prestation ou sur des baux mobilités qui permettent de ne pas rentrer dans ces... donc on n'a pas ces assurances GLI, etc. On ne les prend pas. Alors par contre, sur cette population, il y a quand même des dispositifs qui existent comme l'assurance Visale qui permet au moins de 30 ans aux étudiants en fait, d'être couverts par l'Action Logement. Donc c'est quelque chose qui n'est pas assez connu à mon sens, mais qui permet en fait de réconcilier les bailleurs et les utilisateurs. Donc oui, on regarde bien évidemment la capacité de nos utilisateurs à payer le loyer, mais on a en l'occurrence un taux d'impayé qui est quasi nul, si ce n'est nul, sachant qu'on a des contrats qui sont flexibles. Alors justement, généralement, les gens sont chez nous 1 mois, 9 mois. Alors justement, Thomas Schmider, en moyenne, ça coûte combien chez Colodge? Ça dépend des villes, mais grosso modo, une chambre chez nous, avec tous les services inclus, sera à peu près l'équivalent du prix d'un F1 en loyer nu. Donc je dirais qu'à Lyon, par exemple, nos prix sont aux alentours de 650 €, 700 €, sachant que dans ces prix-là, vous avez la location, mais vous avez également, bien évidemment, tout est compris, hein, c'est vraiment tout compris. Vous avez, comme dans un bureau, l'Internet, mais vous avez également le ménage des parties communes, vous avez vos draps. Donc, en fait, on joue la flexibilité au maximum. Et en fait, c'est, on va dire, 20% plus cher qu'un loyer de base. Mais si on fait la somme de tout ce que ça comprend généralement, que ce soit le mobilier, le déménagement, on est en dessous en usage. Ça nous fait, Thomas Schmider, une transition toute trouvée pour le chiffre du jour. Le chiffre du jour de la Cote Imo. Ce chiffre du jour, c'est 107 000 €. C'est le montant auquel s'est vendu le plus petit appartement de Londres. Et quand on dit petit, c'est vraiment petit. 7 mètres carrés, ce qui fixe le mètre carré à un prix de 15 285 €. De quoi rendre jaloux les plus beaux quartiers parisiens. Mais la différence avec Paris, c'est qu'à Londres, ce type de bien peut se louer, alors qu'à Paris, en France, la taille minimale de location de 9 mètres carrés doit être respectée, donc pour avoir le droit de mettre en location son bien. Et 9 mètres carrés à Paris, en moyenne, ça se négocie entre 60 et 120 000 €. Alors c'est plus une fourchette qu'une moyenne. Ça peut être une bonne idée d'investissement locatif. Alors 9 mètres carrés, ça peut satisfaire des envies de pied-à-terre, de bureau, voire de boîte postale pour ceux qui veulent. Ça dépend. Merci en tout cas Thomas Schmider de nous avoir présenté un petit peu les enjeux du co-living. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Colodge. Merci Sylvain. Lévy-Valency également, c'est la fin de cette émission. On a partagé un nouveau moment ensemble aujourd'hui. Absolument, on a été d'ailleurs ravis de le partager avec vous. C'est notre second numéro. Et on va se retrouver demain, parce que demain, c'est politique. On va parler de politique de logement, de réglementation, d'inflation normative. C'est bien le sujet du jour. Je vous dis à toutes et à tous à demain, et à demain Nicolas.